N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Il sonne 11 heures passées de quelques instants en cette journée de lundi 3 décembre 2018. Nous sommes déjà au studio avec la technique qui est aussi en place. Vous avez compris, la semaine débute ici par ce premier numéro du Club de la Presse. Club de la Presse coaché techniquement par le duo Victor Gbe Kokou Michel Tomenga qui assure la technique pendant que Jérôme Dakoucha met l'émission en ligne. Je retrouve ici au studio les confrères et un ami. Commençons par les confrères Ali Romorou Tchakala de Courrier de la République. Bonjour. Bonjour Sass et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Merci. Didier Assogba du média numérique Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Et Uriel Nyang de Mega Info qui est avec nous avec son journal. Uriel, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Et le président du CONAP, mais qui retrouve ses habits de directeur de publication du journal Nouvelle Opinion, Arim Yaou Tchagnaou. Bonjour Arim Yaou. Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Mais un petit mot sur les journées portes ouvertes que le CONAP a délocalisées à Sokolo la semaine dernière et dont les activités ont pris fin, je crois, le vendredi ou bien samedi. Oui, merci Sass. Si j'ai un petit mot à dire à propos de ce qui s'est passé à Sokolo pendant 72 heures, c'est juste de remercier tous les confrères et toutes les consoeurs qui ont marqué cette amitié, cette fraternité et qui ont, par la volonté qu'ils ont, fait le déplacement de Sokolo pour que ensemble nous puissions, pendant les 3 jours là, parler de nous. Vous savez ça, tout le temps, les journalistes parlent d'eux-mêmes, des autres. Nous parlons de notre pays, nous parlons de ce qui se passe dans le pays, du monde entier. Il a fallu qu'on se retrouve à Sokolo pour parler de nous et pour faire le bilan de comment nous travaillons et ensemble voir comment nous pouvons nous donner un cadre de vie décent pour que nous puissions participer, comme nous le faisons tout le temps, au développement de notre pays. Merci. La presse qui s'ouvre au moins une fois l'an pendant quelques jours sur le Togo. Ça a commencé à Lomé. Ça vient de se délocaliser. Le premier épisode, c'est Sokolo, avec l'espoir que non seulement les journaux portes ouvertes se tiendront, mais s'ouvriront davantage sur le Togo profond. Il vient de nous rejoindre Lucien Diossoumensan du Combat du Peuple. Bonjour Lucien. Bonjour Sass. Tu as fait ton tourisme et parlé de la presse. Salut les auditrices et les auditeurs. Merci, merci beaucoup. Nous sortons d'un week-end de retrouvailles, week-end festif, week-end d'occasion de retrouvailles. Ainsi, les compatriotes togolais des préfectures de Lamou, de Wawa et de la Kébou, pour ne pas dire les Akoso, se sont retrouvés ce week-end pour leur fête traditionnelle au Vazou. L'apothéose a eu lieu à Mlamé, chef-lieu de la préfecture d'Amou, mais il y a eu d'autres compatriotes togolais qui sont retrouvés un peu dans la partie nord du Togo. Il s'agit de la Bina. Ils vont se retrouver, les filles et fils de la Bina vont se retrouver en fin de cette semaine pour la fête traditionnelle Senkarin. Et il est de bon ton que le confrère Mega Info nous l'annonce. Uriel, vous écrivez que Senkarin aura lieu le 8 décembre prochain à Farande. Et ce sera l'occasion pour les filles et fils
de la Bina de découvrir l'étymologie. Et enfin, vous nous proposez de découvrir l'étymologie et le programme de la fête Sinkarin 2018. Merci, merci pour cette opportunité que vous offrez aux auditeurs et auditrices de Canal FM pour découvrir ce que c'est que la fête traditionnelle Sinkarin dans la Bina. Pour l'édition 2018, la fête aura lieu sur le terrain du lycée de Farandé, c'est le canton communément connu sous le nom de Lamadessi. Lamadessi. Oui. À ne pas confondre avec Lamadessi ou Pario pour les uns les autres dans la préfecture de Tchaoudjo. Ah, tout à fait. Pour cette année, nous avons proposé aux lecteurs l'étymologie de cette fête où, vous savez, Singaring est composé de deux verbes, sango et karo. Sango signifie se laver les mains, ce qui signifie se purifier, se sanctifier, et puis karo qui signifierait s'apprêter. Donc, la fête traditionnelle ayant deux dimensions, se purifier, s'apprêter, pour le jeune garçon de la Bina, c'est dans l'intention d'affronter les difficultés de la vie. Lorsque le jeune garçon arrive à se purifier pour se préparer et attendre les éventuelles difficultés de la vie, en ces temps, il est prêt à être intégré dans la promotion des adultes. La deuxième dimension, c'est que c'est une fête de moisson. Vous savez que ce soit au sud ou au nord du pays, lorsqu'on finit les récoltes, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu, aux manes des ancêtres pour avoir béni la campagne agricole. C'est l'opportunité aussi pour les populations de la Bina d'offrir aux manes des ancêtres les prémices des récoltes afin qu'ils puissent bénir de nouveau la saison qui arrive. Quelles sont les cultures qui abondent dans la préfecture de la Bina? Les cultures en termes de production agricole, nous avons majoritairement les ignames, le maïs, on cultive beaucoup le riz, le manioc. Vous avez le sorgho à base duquel on produit beaucoup la boisson locale qu'on appelle le tchoukdou. Lors de cette fête traditionnelle, les populations et les invités, tous les participants auront à déguster en bonne et due forme le tchouk et les beignets du haricot. Voilà, et puis le programme, il est très simple. Le jeudi, c'est la journée de réflexion. Et puis le vendredi, la fête aura lieu dans tous les cantons. Les populations de chaque canton vont s'organiser chez elles pour les filles. Et puis le samedi, c'est l'apothéose. Comment se retrouver pour l'apothéose de cette fête qui aura lieu cette année à Farandé. Vous nous parliez tantôt des cultures qui abondent dans la préfecture de la Bina, mais à ces cultures vient s'ajouter la canne à sucre bio. Et c'est votre journal également qui nous en parle. La préfecture de la Bina, notamment la localité de Kpalgou, une zone propice à la culture de la canne à sucre bio. On peut dire que c'est une bénédiction de Dieu parce que quand vous allez dans le village de Kpalgou, parlons d'une zone plutôt de Kpalgou parce que c'est un regroupement de 4 à 5 quartiers. On retrouve des bas-fonds, des rétentions d'eau, des rigoles qui ne tarissent pas entre les montagnes. C'est ce qui permet aux populations de produire la canne à sucre en toute saison. Et quand vous prenez les cannes à sucre produites à Kpalgou, c'est complètement différent de ce que vous voyez ici ou bien de ce qu'on produit à Nié avec des produits chimiques, tout ça. À Kpalgou, rien que la canne à sucre bio et cette canne à sucre Kpalgou dans la Bina qui est propice à la culture de la canne à sucre bio. Vous rappelez, vendredi dernier, nous parlions d'une autre zone du Togo qui est propice à la culture de l'anacarde ou encore la noix de cajou. C'est la zone Tchaoudjo, Tchamba. Et les chiffres sont officiels. Déjà en cette année 2018, le Togo a exporté près de 15 tonnes. 15 000 tonnes de noix de cajou. Sur des marchés européens et américains. Allez-vous pour dire que pour peu que les Togolais s'adonnent au travail, nous avons quand même des potentialités de richesse qui ne demandent qu'à être traduites dans les faits. Oui, absolument. Vous savez, on tend vers le déclin de certains produits d'exportation.
notamment le café, le cacao, et c'est les noix de cajou qui semblent prendre maintenant la relève. Et depuis quelque temps, c'est ça que tous les paysans et tous ceux-là qui ont quand même de suffisants moyens essaient de planter parce que il paraît que le prix du kilo de ce noix est bien prisé sur le marché international. Donc, pour cette année, plus de 15 000 tonnes exportées à l'extérieur, ce qui fait un bon paquet de billets de banque. Donc, ça veut dire que c'est la culture d'avenir. Et il faudrait quand même que tous les paysans s'adonnent à ça, toutes les zones qui sont restées inexploitées. Il va falloir que les paysans et tous ceux-là qui ont les moyens prennent d'assaut ces zones-là afin que l'année prochaine on puisse parler de 30 000 tonnes ou bien pourquoi pas plus, à partir du moment où le café, le cacao ne sont plus bien cotés sur le marché. Il faudrait que ceux-là qui entre-temps s'adonnaient à la culture une choses, invitation se rabattent à diversifier notre économie pour que on ne soit pas victime d'une monoculture dont l'effondrement sur le marché international nous porterait préjudice. Cela nous introduit à la pensée du jour que nous tirons de Rabbi Naman de Bresla, qui écrit que le savoir est le réconfort de toutes les difficultés. Le savoir est le réconfort de toutes les difficultés. Le savoir pour améliorer notre agriculture, le savoir pour améliorer notre industrie minière, manufacturière, mais le savoir, pourquoi pas, pour améliorer également la politique, telle que ça se fait également dans notre pays, mais aussi le savoir pour améliorer les connaissances scientifiques. Cela nous introduit à notre invité du jour, Dr Wenkourama Jean-Claude Damenga. Bonjour. Bonjour Sass. Bonjour chers auditeurs de Canal FM, FM. de la presse. Oui. Eh bien, Dr Wenkourama Jean-Claude Damenga, dont le nom dit tout, pour la richesse de nos noms ici au Togo. Vous êtes psychiatre addictologue et vous êtes chef service de psychiatrie au CHU Kara. Oui. Alors, pour le Togolais lambda, c'est quoi un psychiatre addictologue? Un psychiatre, d'abord, c'est quelqu'un qui a eu le doctorat après ses études de médecine et qui est parti se spécialiser dans la spécialité qu'on appelle la psychiatrie. Et la psychiatrie, c'est la spécialité de la médecine qui s'occupe de toutes les difficultés de la vie, peu importe le domaine, que ce soit relations, travail, intelligence, mariage, tout. Lorsqu'il y a difficulté, nous, on intervient. Et si on intervient tôt, ça empêche d'aller jusqu'à la maladie. Mais si on n'intervient pas tôt et que les gens arrivent étant déjà malades, que nous appelons communément les malades mentaux, on intervient pour les traiter. Donc voilà un peu pour la psychiatrie. L'addictologie, c'est une autre spécialité de la médecine qui s'occupe de toutes les dépendances avec souffrance, c'est-à-dire que dépendance à la drogue, dépendance comportementale, par exemple les jeux pathologiques, dépense d'argent, dépendance au travail, dépendance au sexe. Donc, et qui génère une souffrance. Même dépendance au sexe. Oui. Et dépendance au sexe qui génère une souffrance, on intervient dans ce domaine. On les regroupe dans les dépendances comportementales. Mais les autres dépendances aux drogues comme le cannabis, l'alcool, le tramadol, et consorts, toutes les substances qui peuvent entraîner une dépendance avec souffrance. Merci. Voilà. Eh bien, nous savons qu'au Togo, ici, il faut 7 ans après son bac 2 pour sortir docteur de la faculté de médecine et de pharmacie. Alors, après ces 7 ans-là, combien d'années vous coûte encore la spécialisation pour sortir psychiatre? Après 7 ans d'études de doctorat, il faut 1 an pour la thèse, donc ce qui fait 8 ans. Et après, il faut 4 ans pour faire la spécialité de psychiatrie. Donc, ça fait 12. Ça fait 12. Donc vous êtes là-bas en face de moi, minimum bac plus 12. Oui, minimum, parce que j'ai fait encore 2 ans de capacité d'addictologie pour être addictologue. Bac, donc, bac plus 14. Plus 2 ans de thérapie cognitivo-comportementale. Bac plus 16. Oui. Félicitations. Merci. Eh bien, chacun compare combien de bacs plus il a dans ce studio ou bien ceux qui nous écoutent. Eh bien, docteur, aujourd'hui, au plan mondial, c'est la journée mondiale des handicapés. Et fortuitement, nous avons découvert
qui se tient à Lomé à partir de demain. 2 rencontres importantes sur les maladies mentales. C'est pourquoi votre présence dans nos studios, vous avez quitté Kara pour venir participer à vos 2 congrès. Merci d'avoir trouvé du temps pour être avec nous et dans ce studio. Eh bien, demain s'ouvre le 12e congrès international de psychose et en même temps le 2e congrès de la Société togolaise de santé mentale. Mais pour le congrès international, il s'agit d'un congrès de psychose, PSYAPA, CAUSE-APA. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous les profanes, ce psychose-là? Bon, avant de revenir sur ça, je vais profiter de parler de la journée des handicaps mentaux. Maintenant, on ne parle plus de malades mentaux ou de fous. On parle des gens qui ont un handicap mental. Tous malades que nous appelions communément malades mentaux, maintenant ils sont regroupés dans le vocal les gens ayant un handicap mental. Donc ça permet, de ne pas stigmatiser les malades mentaux. Donc les malades mentaux sont comme nous tous. Donc on ne dit plus que celui-ci est fou. Celui-ci est fou parce que nous tous nous sommes fous. C'est un handicapé mental, mais on dit plutôt... C'est quelqu'un souffrant d'un handicap mental. Merci beaucoup. Je sais comment vous qualifiez si des gens débordent dans ce studio. Vous n'êtes pas des fous, vous n'êtes pas des handicapés mentaux, mais vous risqueriez d'être des personnes souffrant de handicap mental. Oui, maintenant pour... Merci beaucoup. En tout cas, il sera dans l'usurpation de fonctions. Et pour revenir sur psychose, qui a trait à notre psyché. Donc notre psyché, c'est un autre appareil qu'on ne voit pas et qui est intégré ou imbriqué à l'appareil, tous les appareils du corps. Donc et qui regroupe ce qu'on appelle l'esprit, l'âme, en tout cas tout ce qui se passe qui n'est pas visible, palpable, d'accord, en nous. Et cause, donc si vous voyez, c'est fait exprès, cause, c'est-à-dire que comme les causes. Oui. Donc psychose, donc c'est une revue en réalité internationale qui parle de la santé mentale, tout ce qui peut générer les problèmes mentaux chez une personne. Donc psychose, cause des troubles psychiques. Merci docteur. Donc demain, ces 2 instances qui s'ouvrent à Lomé, le congrès international de psychose et le 2e congrès de la Société togolaise de santé mentale. Voulez-vous nous en dire le thème qui vous rassemble, vous, le monde des chercheurs sur les maladies mentales? Oui, le thème au fait, ces 2 congrès portent sur le même thème. Ce ne sont pas des congrès séparés, hein, c'est la Société togolaise de santé mentale qui organise son propre congrès à lui, mais jumelé au congrès international de psychose. Donc, pour ne pas faire 2 congrès séparés et le budget va être lourd, donc on a réuni tout en un seul congrès. Je vais dire exactement le thème du congrès. C'est la francophonie face à la mondialisation. 2 points. Famille et psychopathologie dans l'espace francophone. Donc c'est le thème. Donc, et le terme francophonie face à la mondialisation, bon, vous comprenez un peu, mais ce qui est important ici, c'est famille et psychopathologie dans l'espace francophone. Famille, nous tous nous savons ce que c'est que famille. Chez nous, en Afrique, c'est les grands-parents, les enfants, les collatéraux, c'est-à-dire les cousins, les cousines, les nièces, tout ça, là, c'est la famille. Maintenant, psychopathologie. La psychopathologie, c'est la science qui étudie les maladies et les maladies mentales et leurs causes. Donc, quel est le lien entre la famille dans l'espace francophone et la genèse des troubles mentaux ou des maladies mentales au sein de la famille? Parce qu'il y a un lien étroit entre le fonctionnement familial qui va générer des maladies, mais il y a aussi le lien inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malade qui va impacter le fonctionnement de la famille aussi. Donc, prenons un exemple. Un manque de repère chez un enfant. Tout enfant a besoin d'un repère. Que ce soit repère, ça peut être le père, ça peut être la mère, mais ça peut être l'oncle, ça peut être le grand-parent, ça peut être le grand frère. Donc, et quand cet enfant manque de repère,
qu'est-ce qu'il peut devenir? Il peut se perdre dans son évolution. J'ai dit bien il peut. C'est pour cela que nous parlons de facteurs de risque et non de cause. C'est-à-dire que la présence de cet événement ne signifie pas obligatoirement que la personne doit faire une maladie ou souffrir. Mais ça augmente le risque. Prenons par exemple un viol au sein d'une famille. C'est-à-dire un oncle qui viole une fille ou... Donc, l'enfant violé peut développer des souffrances et plus tard une maladie mentale par exemple. Donc c'est une probabilité. Donc maintenant l'éducation même quand l'éducation est rigide, trop rigide, ça aussi c'est un facteur de risque. Mais quand l'éducation n'existe pas, c'est-à-dire c'est trop souple aussi, c'est comme un passoire aussi, ça prédispose l'enfant à quelque chose. Encore une fois, l'importance de la famille pour l'éducation d'abord, bien sûr. Les repères entre nous et la prise en charge si malheureusement il advenait qu'un membre de cette famille-là devenait victime de l'une de ces maladies mentales. Tout à fait. Eh bien, mais c'est vous les scientifiques, vous les savants, je me dis, à côté de ce thème central, vous devez avoir des sous-thématiques au cours desquelles vous réfléchirez pendant les 3 jours à venir. Oui, il y a des sous-thèmes. Les sous-thèmes, d'abord, le titre, le thème en lui-même se décompose en sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la francophonie, par exemple, francophonie et mondialisation. Et le deuxième sous-thème, c'est famille, psychopathologie. Donc, vous voyez que c'est le grand thème qui se divise, famille, système éducatif et psychopathologie. Donc, et le sous-thème, c'est les conflits et irrégularités et psychopathologie dans la famille. C'est-à-dire que après il y a les autres conférences qui ne rentrent pas dans le thème. Merci docteur. Alors quelles sont les spécialités qui interviendront au cours de l'un ou l'autre congrès qui s'ouvre demain? En principe, c'est tout le monde, même y compris moi, y compris la société civile qui ne sont pas dans le domaine médical. Tout le monde peut venir assister. Bon, comme vous le savez, c'est un congrès, on ne peut pas venir assister gratuitement. Il faut payer, il faut s'inscrire, il faut payer quelque chose d'abord pour pouvoir assister. Mais en premier, il y a les psychiatres, il y a les addictologues, il y a les médecins généralistes, il y a les psychologues, il y a les travailleurs sociaux, il y a les éducateurs spécialisés. En tout cas, tous ceux qui interviennent dans la prise en charge holistique en santé mentale. Tous les secteurs, d'abord, c'est eux qui sont visés en premier. Donc, comme je l'ai dit, les médecins généralistes, les médecins psychiatres, les addictologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés d'abord. Maintenant, les médecins généralistes et les autres spécialités de la médecine peuvent participer. Et maintenant, on peut ouvrir, le public peut venir. Quelqu'un qui voit le thème, qui le plaît, qui veut suivre, peut venir s'inscrire. Et moi, j'appelle au public de venir parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Comment le fonctionnement d'une famille peut générer beaucoup de maladies. Et comment on peut partir de ce fonctionnement pour comprendre la maladie de quelqu'un, comment le soutenir dans sa maladie, comment l'aider. Et donc, j'appelle à toute la population qui s'intéresse bien sûr à ce domaine de la santé mentale. Justement, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas et qui ne veulent même pas entendre parler. Bien qu'ils sachent bien qu'il y a la santé mentale, que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment. Merci à docteur. Merci encore de répondre présent à cette invitation pour nous parler, pour nous annoncer de ces 2 congrès qui s'ouvrent demain. Eh bien, qu'on les appelle des fous, des malades mentaux ou bien des personnes souffrant de handicap mental, chez nous ici, on les reconnaît traînant dans la rue. Ils en passent quotidiennement devant ce studio dans nos maisons. Alors, est-ce qu'au sortir de votre double congrès, on pourra avoir une amorce pour une meilleure prise en charge de ces personnes-là qui souffrent de ces difficultés mentales? Oui, pour commencer, d'abord, ceux que vous voyez traîner dans la rue, ils ne représentent moins d'un dixième des malades, des malades mentaux, comme vous le dites. C'est-à-dire que c'est la minorité. La majorité, c'est comme la partie invisible de l'iceberg. Nous tous, nous avons des souffrances que nous cachons ou que peut-être nous ignorons.
mais c'est ceux qui sont atteints de quelques maladies, par exemple la schizophrénie, comme chez nous, nous le disons couramment, la schizophrénie, certains troubles bipolaires qui se retrouvent dans la rue. Mais la grande partie, ce sont des malades qui sont tolérés par la société et qui sont toujours contenants par la société, qui font qu'on ne les voit pas dans la rue. On pense que tout le monde est normal. En réalité, nous tous ne sommes pas normaux. Nous tous ne sommes pas normaux. Mais je ne dis pas qu'il faut commencer par dire, ah lui, il est malade, mais nous avons des souffrances que nous cachons ou que nous ignorons. Mais si nous voulons bien comprendre, nous serons aidés. Maintenant, au sorti de ces congrès, l'amélioration de la prise en charge, ça se fait par ce que nous appelons les formations continues. Mais le congrès permet d'abord de faire les échanges entre les différentes pratiques de chaque pays ou de chaque faculté ou de chaque université. Ça permet d'échanger. Qu'est-ce qui se passe par exemple au Bénin? Comment ça se fait? Et qu'est-ce qui se passe par exemple? Il y aura des Canadiens qui seront là, les Français qui seront là. Et donc, on va échanger, les Burkinabés qui seront là. On va échanger sur les pratiques. Et comme vous le dites, à la fin des échanges, on pourra tirer quelque chose de... Bon, par exemple, prenons l'exemple d'une prise en charge holistique, par exemple, au Burkina, où par exemple, on fait intégrer, par exemple, la famille dans la prise en charge. Il y a la réinsertion avec des hectares où les patients peuvent aller cultiver et ce qu'ils produisent, ils mangent de ça. Ça peut être un acquis, par exemple, pour le Togo. On va dire, bon, on peut expérimenter ça. Et ça pourra améliorer, comme vous le dites, la prise en charge. Mais l'amélioration de la prise en charge commence tout par la formation continue, dont les congrès font partie de ce que nous appelons la formation continue. Donc, les congrès, ça permet de toujours être à la page des nouveautés, de ce qui a changé. Merci, cher docteur Wenkourama Jean-Claude Damega. Vous êtes psychiatre addictologue. C'est vous qui dirigez le service de psychiatrie au CHU Kara. Vous êtes à Lomé pour participer à ces 2 congrès qui s'ouvrent demain. Demain, vous avez trouvé le temps de venir nous en parler ici. Des gens peuvent déjà se demander si en eux-mêmes ils ne traînent pas quelques maladies mentales. Peut-être on viendra à ce congrès-là pour en savoir quelque chose. Didier Asogwa. C'est nécessaire qu'on se déplace pour aller s'informer. Parce que si on s'informe, on saurait certainement ce qu'il faut faire pour éviter un certain nombre de situations qui arriveraient dans ce cas. C'est une bonne chose que on a parlé de plusieurs additions. J'ai entendu lorsque le docteur avait prononcé une des additions ici des gens gesticulés. Laquelle, par exemple? Dans le studio. Laquelle vous avez retenu, vous? L'addiction au sexe. Des gens gesticulés dans le studio. Donc, il est intéressant que de temps en temps, nos médecins, nos soignants organisent de tels forums, de tels forats, autant pour moi. Ça nous permettrait d'aller nous informer et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans des causes et des risques. Merci, docteur. Comme vous avez parlé de plusieurs addictions, il y a un éditeur qui se demande s'il y a également l'addiction du pouvoir et l'addiction de l'opposition politique. Vous avez de ces pathologies aussi à traiter? Non. Honnêtement, ces gens de sujets, oui. Nous, étant psychiatres, on est là pour tout le monde. Donc, on est là, que ce soit pouvoir et opposition. Nous, on est là pour tout le monde. On reçoit tout le monde. Mais dire qu'il y a une addiction au pouvoir ou une addiction à l'opposition, pour le moment, comme je vous ai dit, toutes les dépendances ne sont pas des addictions. C'est quand ça génère une souffrance. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant au pouvoir, est-ce que ça génère une souffrance chez lui? Est-ce que ça génère une souffrance autour de lui? Oui. Est-ce qu'il est venu demander de l'aide? Ou est-ce que son entourage est venu demander de l'aide auprès de nous? Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu cette demande. Maintenant, quelqu'un qui est dépendant à l'opposition, oui. Est-ce que c'est pareil? Non, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu. Mais nous sommes disposés, si quelqu'un sent qu'il souffre dans sa dépendance à l'opposition au pouvoir et qui vient, nous sommes ouverts. Merci. Si quelqu'un connaît dans son voisinage quelqu'un qui souffrirait d'addiction du pouvoir ou bien d'addiction de l'opposition, vous les recommandez aux médecins, psychiatres, addictologues
pour qu'ils subissent ou bien qu'ils reçoivent les soins appropriés. Merci docteur Wankurama encore une fois. Oui, c'est moi Nous qui allons vous remercie. passer à la page sociopolitique. Non, vous restez avec nous, on a commencé ensemble, on finit ensemble, et vous verrez si à la fin de l'émission que quelqu'un tomberait d'une forme d'addiction ici. Eh bien, depuis quelque temps, nous avons choisi la voie pédagogique de présenter les sujets politiques palier par palier, pour que celles et ceux qui nous suivent comprennent très bien avant que chacun se fasse son opinion. Eh bien, commençons par ce que nous sommes permis d'intituler ou bien de sous-titrer l'Odyssée divergente des réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est pour dire que ces fameuses réformes, nous en parlons tellement depuis longtemps, mais le sujet reste et demeure, et nous sommes obligés d'en parler, d'autant plus que l'Assemblée nationale a tenu une session plénière le vendredi dernier sur le sujet. Nous en parlons avec les titres de journaux comme Togo Matin, qui écrit que pour Christophe Patoum Rekouchao, le président du groupe parlementaire uni à l'Assemblée nationale, la commission des lois a fini son travail sur les réformes. Et le confrère Méga Info, Uriel Enyang, vous parlez vous aussi de réformes constitutionnelles et institutionnelles, et vous continuez, ajournement des discussions à l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire en mauvais jeu. Écrivez-vous sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Vous savez, cette question de réforme constitutionnelle et institutionnelle devient de plus en plus une question difficile. Difficile sans raison parce que en septembre 2017, la même procédure avait été adoptée. Le gouvernement avait adopté un projet de loi qu'il a déposé sur la table de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, face aux difficultés qu'elle éprouve à son sein, c'est-à-dire le désaccord que prouve l'opposition sur ce projet de loi, n'a pas permis de voter la loi portant modification des articles 59, 60 et 100. Vous voyez que tout le monde sait aujourd'hui que pour la modification de ces articles-là, il faut au moins les 4/5 de la représentation du Parlement. Maintenant que l'opposition n'accepte pas cautionner le parti majoritaire, il devient de plus en plus compliqué. Et la dernière fois, la même situation s'est présentée encore parce que le président de l'Assemblée nationale a convoqué les députés. Sur le nombre de députés que vous connaissez au Togo, seuls 57 se sont présentés, ce qui visiblement n'a pas permis de continuer les échanges, les discussions sur la modification de ces articles 59, 60 et 100 qui en conséquence implique la modification des articles 101, 155 aussi. Voilà, si jusqu'ici l'opposition n'accepte pas et s'impliquer dans cette histoire de modification de ces 3 articles, je pense que le pouvoir seul ne pourra pas le faire. Entre-temps, vous vous rappelez, nous avions titré ici un référendum plane dans le ciel togolais. Alors, si, selon la feuille de route de la CEDEAO, si on n'arrive pas à obtenir consensus, ça veut dire que les Togolais iront immédiatement à un référendum pour pouvoir obtenir c'est pourquoi, la modification encore une fois, de notre ces sous-titrage, l'Odyssée divergente des réformes constitutionnelles et institutionnelles ici au Togo. Nous continuons avec le confrère Liberté qui titre à la page 5 sous la rubrique libertinage et caricaturement vôtre, les députés unis ont voté leur propre réforme, et Liberté revient à la page 3 pour dire que, pour écrire que les députés du RPT unis ont contourné la proposition de l'expert de la CEDEAO et ont adopté un texte que Liberté trouve de dénaturé.
la séance de vote en plénière qui a été boycottée par l'opposition parlementaire. Didier Assogba, c'est un dossier que vous suivez avec attention. Oui, un dossier vraiment qui devient presque une arlésienne comme la situation togolaise elle-même. J'épouse en partie ce que dit Uriel, mais sur des points, les choses ne sont pas si faciles. Sur ce point, si aujourd'hui, après le 30 novembre, les réformes n'ont pas abouti, il faut reconnaître que la commission de la CEDEAO a quelque peu induit en erreur un certain nombre d'acteurs en disant, lors de la dernière réunion du comité de suivi, que ce que l'expert va proposer va constituer un projet de loi qui devrait être adopté en Conseil des ministres par le gouvernement et qui devrait être transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est ce que des gens ont gardé et c'est ce qui a causé tout ce méli-mélo-là qu'on a eu à suivre depuis la publication des conclusions du travail de l'expert sénégalais. Qu'à cela ne tienne. Le projet proposé par, on va dire finalement, la CEDEAO, contient un certain nombre de dispositions que des gens n'avaient pas voulu accepter au départ, mais après... Quels gens? Laisse-moi évoluer après, on reviendra dessus. Enfin, soyons clairs, il y a des dispositions que, au prime abord, le pouvoir n'avait pas voulu accepter. Soyons clairs dessus, notamment quand on parle de nul ne peut faire plus de 2 mandats et que le mandat ne devrait pas être prorogé pour quelque motif que ce soit et que la disposition ne devrait jamais être révisée. Des gens ont trouvé à redire. Finalement, dans le projet, dans la mouture qui a été arrêtée à l'issue des travaux de la commission des lois, on a vu qu'il y a eu quelques ajouts au projet de l'expert. Finalement, c'est le projet de l'expert, mais il y a eu quelques ajouts au niveau d'un certain nombre de lignes pour permettre à ce que le projet soit en même temps ce que veut le pouvoir et contienne également les réclamations de l'opposition. Mais je fais remarquer juste que le chronogramme et les indications telles que données par la commission de la CEDEAO a induit des gens en erreur, et ce qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas eu le consensus. Les députés de l'opposition n'ont pas voulu discuter du projet adopté par le gouvernement préalablement avant que le projet de l'expert ne vienne, et aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas eu de réforme à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas non plus de référendum. C'est dit que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, on les aura peut-être après les élections législatives, si la nouvelle Assemblée vient et que un certain nombre de partis arrivent à réunir les 4/5e, les réformes seront adoptées à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une confusion semée dans le débat politique, notamment au vu du chronogramme tel que défini par la commission de la CEDEAO et de la communication qui était faite au préalable en disant que le projet proposé par l'expert devrait être ce qui serait adopté en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Voilà, dans ce que Didier Assogba qualifie de confusion, l'évidence, c'est que jusqu'à ce jour, 3 décembre, les réformes constitutionnelles n'ont pas été faites, ni à l'Assemblée, encore moins par référendum, et que tout porte à croire que nous allons tout droit vers le 20 décembre, date fixée pour les élections législatives. Voilà, Lucien Diossou-Mensah, ce constat de non-avènement des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Vous savez, tout à l'heure, quand tu parlais, tu avais dit que nous devons avoir une démarche pédagogique en tant que journaliste. Parce que je tiens chaque fois à le préciser maintenant. Parfois, quand j'ai en face de moi certains journalistes qui se comportent comme des activistes politiques, je ne veux plus débattre avec eux. Je veux que nous parlons en journalistes. Eh bien, commencez. Notre métier est codifié. Nous savons ce que nous allons faire. D'abord, lorsqu'on va au dialogue, le dialogue n'est pas là pour modifier les lois togolaises. Le dialogue est là pour permettre d'arrondir les angles entre des Togolais qui refusent de s'entendre. Mais comment les Togolais peuvent-ils refuser de s'entendre autour de leur propre loi, alors qu'en même temps nous voulons l'état de droit? C'est là où il y a le nœud du problème. Pour envoyer un projet de loi, ou bien pour saisir l'Assemblée nationale, il y a constitutionnellement 2 voies. Soit le gouvernement envoie un projet de loi, soit un certain nombre de députés envoient une proposition de loi.
Il y a un nombre qui est déterminé. En l'espèce, nous sommes un peu au milieu du gué. C'est-à-dire, le gouvernement a envoyé un projet de loi. Déjà, ça a commencé depuis 2014 pour dire que on accepte le mandat à 2 tours, on accepte le scrutin à 2 tours. 2014, c'était rejeté. Tout récemment, on l'a encore fait. Ça, on n'a pas pu le faire par voie parlementaire. Mais on a été obligé de le voter aux 2/3 pour pouvoir aller au référendum. Jusque-là, le parti au pouvoir, avec ses députés, a fait des pas. Puisque, en 2014, c'est le parti au pouvoir qui a rejeté, en raison de l'absence de l'opposition parlementaire. Mais après, ils n'ont plus rejeté. Ils ont voté pour pouvoir aller au référendum. Non, venons-en maintenant. Non, oui, il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Maintenant, l'espère qu'on a envoyé. Avant d'envoyer l'espère, nous avons tous lu la feuille de route de la CEDEAO, votée par la conférence des chefs d'État. Il faut faire la différence entre la conférence des chefs d'État et la commission de la CEDEAO et le comité de suivi. Ça fait 3 étapes différentes. Donc, ce qui s'impose et qui doit être encore revu, si le parallélisme de forme est respecté, c'est que la feuille de route doit votée par la conférence des chefs d'État, c'est ça qui est important. Tout ce qui en découle après, c'est des arrangements politiques qui fait que rien ne tient debout. Par exemple, si vous voyez la feuille de route, on a dit, par exemple, s'agissant de la CENI, non, la question des réformes. Oui, il y a des réformes. On a dit, s'agissant des réformes, qu'on va réformer la Cour constitutionnelle, la CENI sera renforcée, mais nous avons abandonné tout ça, on s'est accroché à la CENI et ça n'a pas marché, ça a bloqué. Bon, la Constitution, on a bel et bien précisé qu'il s'agira de travailler sur le mandat présidentiel, le scrutin, c'est défini dans la feuille de route. Maintenant, l'espère, qu'est-ce que l'espère, sa proposition a amené de nouveau? Sa proposition a proposé qu'on fasse un décompte. On tienne dans le décompte le mandat actuel du président. Ça dit que le chef de l'État, au lieu qu'il finisse ce mandat et pour avoir droit à 2 autres mandats, on tient celui-là comme décompte, le mandat en cours. Or, cette proposition ne vient pas seulement de l'espère. Agbouibo l'avait proposé déjà ici, même au Washkoun. Bon, donc, l'avait proposé, ça n'a pas marché. Maintenant, là où il parle de confusion, et qui m'a amené à donner ces explications, c'est quoi? Si l'expert de la CEDEAO envoie sa proposition, il a envoyé aux partis concernés, c'est-à-dire UNIR a reçu, et C14 a reçu. Maintenant, comment faire pour que ça devienne réellement un projet de loi pour arriver à la Constitution, puisque le gouvernement n'a pas adopté ce projet de loi. C'est le gouvernement qui doit adopter le projet de loi avant de l'envoyer. Donc, on ne peut pas le faire passer par projet de loi. On peut, à la limite, le faire par proposition de loi. Les députés peuvent s'entendre pour que le truc de l'expert, qui ne peut pas être projet de loi parce que c'est le gouvernement qui doit l'adopter, devienne proposition de loi. Vous savez ce que je te dis? Ça aussi n'a pas été fait. Maintenant, on arrive à l'hémicycle. Les députés qui peuvent faire du truc de l'expert, une proposition de loi, étaient absents. C'est-à-dire, la coalition... Les parlementaires de l'opposition étaient absents. Il faut que, puisque c'est une séance extraordinaire, ouverte pour la réforme constitutionnelle, ce n'est pas l'absence qui est la meilleure solution. On ouvre le débat. Merci. On ouvre le débat. Ouais. Et c'est au coup de débat qu'on saura si tout le monde s'entend. Je rappelle que vous êtes 5 autour de la table. Je vous serai reconnaissant si chacun pouvait être concis pour que tout le monde puisse avoir. Oui, mais le développement me semble un peu. Ouais, le rapport final de l'expert ne contient aucune disposition transitoire qui porterait sur le décompte d'un mandat. Non, s'il vous plaît, Lucien. S'il vous plaît. Je veux juste le dire. On dit de prendre en décompte. Oui. L'actuel mandat, c'est pas transitoire. Dans le rapport final de l'expert, il n'y a aucune disposition. Il y a
des arguments politiques qui tiennent à cœur. S'il vous plaît, Lucien, quand vous parliez, tout le monde vous a écouté religieusement, renvoyez l'ascenseur aux autres, s'il vous plaît. Eh bien, Aliru Mourou Tchakala, voilà, au-delà de tous ces arguments politiques qui tiennent à cœur aux uns aux autres, le triste constat, c'est fait que la date du 30 novembre a expiré sans que les Togolais ne voient leur fameuse réforme. Oui, par là, la mauvaise foi aussi est passée abondamment au niveau de certains bords politiques. La mauvaise foi, c'est ça qui a toujours miné la bonne marche des choses dans notre pays. Vous savez, il va falloir que nous soyons sérieux. Il va falloir que nous mettions de côté nos petits calculs et mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout. Ouais, le doyen a dit quelque chose tantôt que non, l'expert a mis quelque part que le mandat en cours doit être pris en compte. Et c'est ça qui ne serait pas de goût de certains. Alors que il y a pas une disposition transitoire dans ce sens. Et certains ont eu à le placer, alors que le travail de l'expert ne comporte pas cette disposition-là. Maintenant, vous savez, les réformes sont en souffrance depuis des décennies. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la crise née des événements du 19 août. Depuis des lustres, depuis l'accord politique global jusqu'à ce jour, les Togolais, la classe politique togolaise ne s'est jamais entendue sur les réformes à opérer. Et la CEDEAO étant consciente de la situation, a appelé à la rescousse un expert qui doit proposer quelque chose qui réponde aux standards qui accourent dans l'espace régional. Et c'est ce que l'expert sénégalais nous a proposé. Maintenant, à partir du moment où un travail impartial a été fait, qui suivant des normes, pourquoi laisser de côté ce travail et prendre encore en compte le travail que le gouvernement a fait? C'est ça qui fait problème. Les gens ne peuvent pas associer à cette fourberie, à ce qui ne peut pas donner de bons résultats à partir du moment où on ne s'est jamais entendu sur ce que le gouvernement a fait. Et maintenant, l'expert, son travail est là. Il a été fait, il a été fourni. Maintenant que le travail de l'expert soit étudié, s'il y a des ajouts à apporter, c'est ensemble qu'ils le feront. Maintenant, on laisse le travail de l'expert, on prend la proposition de loi du gouvernement et c'est ce qu'on voudrait pousser les autres à étudier. Donc ça ne peut pas passer. Vous savez, il faudrait une certaine décence dans la politique. On dit la politique c'est un mauvais jeu, c'est un sale jeu, mais certaines fois, nous devons, par rapport à notre raison, par rapport à l'amour que nous vous affichons pour le pays, entendre raison et aller dans le sens qui puisse grandir notre pays. Le travail de l'expert est là. Au niveau d'Abuja, on a dit que c'est ce travail-là qui sera pris en compte par rapport aux réformes que nous voulons, réformes institutionnelles, constitutionnelles. Pourquoi mettre ça de côté et dépoussiérer un travail qui n'a jamais recueilli l'assentiment de toute la classe politique? Merci. Donc, il y a du faux là-bas, il y a de la mauvaise foi. S'il vous plaît, Lucien, beaucoup a été dit sur ce sujet au jour le jour, mais le constat, il est là. Aucune des initiatives n'a pu prospérer. Et pour revenir sur la séance du vendredi dernier, s'il vous plaît, Lucien, pouvez-vous écouter les autres quand ils parlent? Eh bien, Liberté nous rappelle que c'est un texte que les députés UNIR ont adopté en leur sein le vendredi dernier, un texte dénaturant la proposition de l'expert de la CEDEAO fusionné avec le projet de loi du gouvernement. Ça n'a pas prospéré, donc nous sommes toujours sans la réforme. C'est ce constat vraiment qu'on doit consommer. Arémiaou. Non, bon, je suis désolé et tout triste pour ce qui se passe pour notre pays. Moi, je crois que le Togo, nous tous en tant que Togolais, nous avons conscience et connaissance que notre pays traverse une crise. Nous savons que la Constitution de 1992, que tous les Togolais, ou la plupart des citoyens togolais réclament, cette Constitution a été l'émanation des citoyens togolais eux-mêmes. Nous avons nous-mêmes fait une Constitution qui ressemble ou qui répond à tout ce qui
concerne notre pays. En 2002, nous avons connu des difficultés, il y a eu une modification, les gens ont modifié cette constitution, et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, tout le Togo court derrière le rétablissement ou derrière les articles qui ont été modifiés. La CEDEAO est venue, elle nous a donné une feuille de route, certes, mais le Togo reste quand même un État souverain. Et le Togo a ses institutions, jusqu'à preuve du contraire, en place. Et donc, le gouvernement togolais a marqué sa bonne foi pour dénouer cette crise. À plusieurs reprises, il y a eu beaucoup de choses que le gouvernement togolais a concédées. Et je ne vais pas venir ici citer ce qui a été concédé, mais en tant que citoyen, en tant que Togolais, nous suivons de près ce qui se passe dans la résolution de la crise que notre pays fort malheureusement traverse. Maintenant, il s'est agi d'aller à ces fameuses réformes constitutionnelles. Et c'est ces réformes qui font le problème de la crise. Le gouvernement qui tient le pays en main doit faire sa part. Et c'est en cela que je salue le projet de loi que le gouvernement à plusieurs reprises, d'ailleurs a repris en 2014, en 2017 récemment, et les semaines écoulées, le gouvernement a réitéré sa volonté de voir les Togolais, par exemple, limiter le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une fois. Le gouvernement a marqué cette volonté de voir les Togolais aller aux élections par un scrutin à 2 tours. Et tout ce que vous connaissez qui est logé dans ce projet de loi. Maintenant, quand on vient au travail de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO, c'est vrai qu'il est venu aider ou apporter quelque chose de plus à ce que le Togo peut faire pour se sortir de cette crise. Mais est-ce que nous allons dire que ceux du gouvernement qui ont pondu cet avant-projet, est-ce que c'est des toqués, c'est des dingues qui ne connaissent rien et tout ce qu'ils ont logé n'est pas à prendre en compte? Est-ce que nous allons dire maintenant que ce que l'expert est venu faire, c'est du nul, qu'il n'y a rien de bon dedans? Il faut que les élus du peuple togolais, en réalité, c'est en cela que j'ai commencé par dire que je suis désolé et tout triste pour notre pays. Nous n'allons pas élire des députés qui vont refuser de se mettre ensemble pour faire une mouture de quelque chose qui peut nous sortir de la crise. Pour moi, le problème est simple. Même si, comme mon frère Tchakala le disait tout à l'heure, le travail de l'expert, même si c'est tellement salué, moi j'ai approché des gens qui ont fait des corrections, qui ont apporté du plus à ce que l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a pondu en premier. Par exemple, quand on dit que quand on élit un président de la République, on ne peut même plus autoriser qu'en une situation donnée, quand le mandat est fini, c'est fini. Maintenant, si le Togo a un président et à 2 jours d'une élection présidentielle, le Togo est en guerre, ou qu'il y a une catastrophe qui frappe notre pays, on va aller faire une transition en même temps en appelant le président de l'Assemblée et les députés eux-mêmes qui sont là aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette mesure qui permette que les gens prorogent ou qu'ils continuent d'exercer quand il n'y a pas la possibilité. Au début, c'est ce que l'expert nous a produit. Les gens ont apporté des corrections. J'aurais bien voulu que les députés de l'autre, de la C14 ou de l'opposition, qui sont à l'Assemblée, acceptent de discuter autour des 2 projets et de prendre ce qui est bon et de nous donner une mouture consensuelle qui permettent au Togo d'en finir. Mais quand on refuse de discuter, ça veut dire qu'on a, nous en parlons au jour le jour. On a la volonté seulement de voir les Togolais souffrir. Et c'est dommage. S'il vous plaît, très dommage. Les Togolais, même, je constate même jusqu'à ce plateau, il est difficile de concilier les positions sur cette question. Eh bien, laissons, oui, s'il vous plaît. Oui, la question, elle est vraiment inconciliable. Eh bien, oui, s'il vous plaît, le constat est fait. Non, moi, je ne veux plus parler de ça, mais je vais dire une chose. Dites-nous, Lucien. Je ne veux plus parler de ça. Partons d'un simple principe. Nous sommes des Togolais. L'Assemblée a cela un rôle à jouer. C'est le haut lieu du débat démocratique. Quand on élit quelqu'un, il est allé vers les États, on l'élit à l'Assemblée, il vient s'asseoir, on débat, on cherche. Je veux savoir le contenu de la Constitution, pas. On peut pas être à l'Assemblée et déserter l'Assemblée, après accuser ceux qui sont restés à l'Assemblée. Ça ne va pas. Merci. En tout cas, cela confirme le constat que sur cette question-là, nos députés ne sont pas, s'il vous plaît, nos députés de la majorité de l'opposition ne sont pas prêts
pour s'asseoir et discuter, trouver un consensus, ce qui fait que le problème reste entier. Eh bien, continuons avec les élections législatives dont la date est fixée au 20 décembre. Ces dernières heures, c'est une dame, Aminata Toungara, qui est vedette bien malgré elle, Didier Assogba, sur la dame Aminata Toungara, qui est députée ivoirienne, mais vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Comme le libéral l'écrit, Aminata Toungara met les pieds dans les plats. Et hier, plutôt le samedi, au cours d'une émission, le ministre Gilbert Bahara lui est rentré un peu dedans pour parler togolais. Et là-dessus, Togo Matin écrit que Aminata Toungara est l'expression de la manipulation des députés de l'opposition, selon le ministre Gilbert Bahara. Eh bien, qu'est-ce que la dame Toungara a dit qui lui vaut ce honneur-là, entre guillemets, ici au Togo? Pour faire simple, madame Aminata Kamara Toungara, donc, qui est députée RDR, donc, du parti d'Alassane Ouattara, et donc vice-président du Parlement de la CEDEAO, se prononçait donc sur la résolution de la crise togolaise au micro de BBC hier, c'était dimanche. Pour madame Toungara, il ne faut pas précipiter les élections au Togo parce que il n'y a pas de consensus dans l'organisation et que jusqu'à ce moment, l'opposition n'est pas encore à la CENI et que les élections ne sont pas inclusives en son sens. Donc pour elle, il n'est pas nécessaire de précipiter l'organisation des élections parce que cela risquerait de créer une explosion qui va embraser tous les pays de la sous-région, notamment, elle citait notamment le Bénin, le Burkina, le Ghana et même la Côte d'Ivoire. Elle a même, dans son intervention, exhorté les chefs d'État de la CEDEAO à parler à leurs homologues togolais à ce qu'ils mettent la balle à terre pour que la date des élections soit repoussée afin de permettre à l'opposition d'entrer dans le processus pour que les élections se tiennent finalement entre mars et avril 2019. Donc, elle avait même promis, donc, discuter avec le président de la commission de la CEDEAO dans ce sens. Donc, madame Aminata Toungara, donc pour elle, il faut repousser les élections pour que l'opposition... Voilà, c'est ce que la dame Toungara a dit. Et je continue. Oui, continuez. Dans la même journée, et lors des échanges que Togo Breaking News avait eu avec le ministre Bahara, et nous constatons aujourd'hui que ça a été repris par un certain nombre de journaux. C'est le ministre Bahara a répondu à nos micros, donc à madame Toungara, c'était dans la journée d'hier toujours. Pour monsieur le ministre, la sortie de la députée ivoirienne n'aura aucune incidence sur le calendrier électoral au Togo et qu'elle était même mal placée d'évoquer ce sujet. Pour lui, c'est une manipulation des députés de l'opposition qui, on le rappelle, étaient présents donc à Abuja depuis le week-end où il participe donc aux travaux du Parlement de la CEDEAO. Hier après-midi, des députés du pouvoir ont également pris la direction d'Abuja. Peut-être que la parité sera rétablie là-bas et on verra s'il y aura... En somme, madame Toungara a usé de son droit, de sa liberté d'expression de députée. Elle a dit ce qu'elle pense, comme députée vice-présidente du Parlement européen, en réponse du Parlement de la CEDEAO, pardon. Ouais. La réponse du ministre Bahara est venue sèche, comme il a répondu dans vos colonnes, et que Nouvelle Opinion le reprend aujourd'hui. Et vous continuez, Arimio Chanyao, votre journal écrit, toujours en se référant au ministre Gilbert Bahara, qui dit il n'est plus possible de penser à un quelconque report des élections législatives du 20 décembre. Oui, tout à fait. Tous les Togolais et le monde entier ont suivi la sortie du ministre samedi dernier sur les plateaux de New World TV. Après la réponse qu'il a faite à Togo. Après la réforme, oui. C'est après qu'il a fait la réforme, la réponse à Togo Breaking News. Donc le ministre a été formel. Il a dit qu'ils sont en train, au niveau du gouvernement, en train de respecter la feuille de route et surtout la date que la CEDEAO a donnée aux Togolais pour aller aux urnes. Et donc à l'étape où ils sont, il y a eu tous les grains, toutes les étapes sont
ont réussi et qu'on ne peut plus à ce jour dire qu'on arrête pour reporter les élections. Et quand vous voyez la sortie de Madame Aminata Toungara Camara, vous comprenez que quelque part, effectivement, comme le ministre l'a dit, il y a une manipulation, puisque cette dame, on parle de la conférence des chefs d'État, on parle de la commission, on parle des facilitateurs qui sont des chefs d'État, et au niveau où elle suivait de près. Il ne faut pas attendre à 2 jours ou à quelques heures d'une campagne d'envergure pour un pays qui veut sortir d'une crise pour prendre de ses communiqués. Et je crois que quand elle le fait, c'est manquer d'ailleurs de considération à tous ces chefs d'État qui, à plusieurs ou à maintes reprises, sont venus au Togo ou qui, en tant que facilitateurs, ont reçu les 2 protagonistes de la crise togolaise au niveau de la Guinée, au Ghana et même à Abuja où, à travers des conférences, les gens sont allés et continuent par dire au Togo de faire à ce que les gens puissent aller le 20 décembre à cette élection. Maintenant, quand vous la suivez, et il y a même des contradictions dans ce qu'elle dit. Quand elle dit, à son niveau, elle dit qu'elle n'avait pas cru, qu'il ne s'attendait pas que l'opposition togolaise allait avoir une position aussi radicale. Ça veut dire qu'elle était du chemin d'aller aux élections le 20 en croyant que l'opposition allait fléchir. Maintenant qu'elle voit que l'opposition ne fléchit pas, elle sort pour dire de repousser. Ce n'est pas responsable. Merci, à ce niveau, on doit avoir des paroles. Juste vous rappeler que oui. Aminata Toungara a usé de son droit d'opinion et d'expression. Oui, mais personne ne la condamne. Partout dans le monde, on voit des députés qui prennent le contre-pied même de leur propre pouvoir. Suivez l'actualité en France ou ailleurs. Il arrive que des députés, même de la majorité, disent ouvertement qu'ils ou qu'elles ne sont pas d'accord avec la ligne de l'exécutif. Oui. Ça aussi, c'est la liberté. Je n'ai pas fini ça. En démocratie, oui. 93.5 Canal FM. Nous revenons aussi au sujet, toujours sur le dossier des élections législatives. Il y a donc les propos de cette dame vice-présidente du Parlement de la CEDEAO et la réponse de la majorité est venue aussi sèche de la bouche du ministre Gilbert Bavara, dont le confrère Nouvelle Opinion reprend les propos. Il n'est plus possible de penser à un quelque report des élections législatives. Et je rappelle que la campagne électorale est annoncée pour démarrer demain. Et à ce sujet, le combat du peuple écrit déjà que le compte à rebours commence demain, ce mardi. La coalition des 14 sur le fil du rasoir, comme pour dire, Uriel, que le débat de la Constitution, le débat sur les réformes, c'est clos ou bien c'est suspendu. À partir de demain, le Togo entre de plein pied dans la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre. Vous permettez quand même que j'intervienne un peu sur Madame Aminata Toungara. Vous avez 1 minute. 1 minute, c'est trop beaucoup. Bon, j'ignore très fort quand même ce qui a poussé Madame Camara Toungara à réagir de cette façon à la dernière minute. Je ne sais pas si elle a une idée quand même sur les charges de l'organisation d'une élection. Ce n'est pas la CEDEAO qui paie l'organisation de l'élection au Togo, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Union européenne. C'est le Togo lui-même qui organise ces élections. Et si, en tant que vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, elle devrait intervenir, je pense qu'elle devrait le faire un peu plus tôt que de laisser intervenir à la veille de la campagne électorale. Je ne sais pas ce qu'elle veut s'aimer pour le Togo. Elle-même, elle sait comment les élections s'organisent en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas novice en politique. Et ça a sorti, je sais bien, je maîtrise bien ce qui a valu son élection à ce poste de vice-présidente de la commission parlementaire CEDEAO. Et elle doit le faire avec professionnalisme. Le Togo, c'est un pays souverain. Et on ne va pas lui imposer, ce n'est pas devenu un champ où tous les rats viennent creuser leurs trous. Elle doit quand même commencer par intervenir d'une façon plus professionnelle. Merci. Parlons maintenant de la campagne. Votre minute a expiré. Aliro Moru Tchakala. Donc, comme je le disais, je vous renvoie à la question de Uriel. Maintenant, le débat sur les réformes, c'est clos ou bien c'est suspendu. À partir de demain, le Togo entre de plein pied dans la campagne électorale pour les élections dont la date est fixée au 20 décembre.
C'est malheureux qu'on soit arrivé à cette situation. Le 31 juillet, nous avions cru que la classe politique, ceux-là qui n'ont jamais pensé céder un petit pan de leur territoire, devraient quand même se transcender pour que ces élections-là soient les plus inclusives, comme on avait eu à le constater après la signature de l'accord politique global. Mais malheureusement, les vieux demeurent encore pris d'assaut certains compartiments politiques. Et aujourd'hui, il faudrait quand même que nous répondions à certaines préoccupations du peuple. Est-ce que les élections vont résoudre le problème du Togo? Aujourd'hui, à l'état actuel, les élections du 20 décembre vont résoudre les problèmes du Togo. Est-ce que la sérénité va revenir? Est-ce que les gens, la classe politique togolaise, s'est levée pour demander quelque chose? Est-ce que ces choses demandées trouveront suite par rapport à ces élections que nous organisons? Est-ce que les pays de la CEDEAO sont venus au chevet du Togo pour aller aux élections ou bien pour créer des conditions les plus idoines pour que nous allions de façon responsable et de façon inclusive à ces élections? Malheureusement, je dirais non. Je dirais non. S'il faut aujourd'hui que certains, quand certains crient souveraineté, souveraineté, oui, la souveraineté voudrait de nous qu'on voit un peu ce qui se profile à l'horizon et qu'on arrête pendant que le temps s'y prête encore. C'est pas parce que c'est le Togo qui organise les élections sur fonds propres qu'on doit accepter tout, même si le ciel est en train de s'assombrir devant. Donc soyez un peu sereins, le Togo nous appartient tous et on veut le meilleur pour notre pays. On n'est pas contre telle ou telle autre chapelle, mais nous voulons le meilleur. Et ce meilleur-là, ça ne se retrouvera pas après ces prétendues élections d'après lesquelles les gens courent pour le 20 décembre. Et ce 20 décembre-là, c'est cette même communauté internationale, c'est cette même CEDEAO qui nous l'a imposé. Et alors, notre souveraineté, elle est où? Notre souveraineté viendrait du fait qu'on accepte ce qui est bon pour nous et qu'on rejette ce qui ne peut pas nous arranger. Merci. Comme le ministre Ibé Baora l'a dit, il n'est plus possible de penser à un report pour les élections législatives du 20 décembre. Je rappelle que nous sommes à quelques heures. La campagne électorale démarre dans quelques heures. Il est midi 13 minutes. Donc, dans moins de 12 heures, la campagne électorale commence. Mais il est de notoriété que les partis membres de la coalition ne s'inscrivent pas dans la dynamique de ces élections. La coalition qui continue à manifester pour exprimer son mécontentement. C'est ainsi que la coalition a marché samedi dernier. C'était le deuxième jour de cette série de 14 jours que la coalition a annoncé. Et Liberté écrit là-dessus qu'il y a eu de déferlantes humaines dans les rues samedi dernier. Juste rappeler que la coalition a marché à Lomé, à Sokodé, à Bassar, à Takpamé, Palimé, Dapaon et Tchamba. Et à la fin, la coalition a annoncé que demain, mardi, sera journée Togo mort. Là-dessus, Togo Matin, qui ironise un peu, écrit face au démarrage inéluctable de la campagne électorale, Madame Adjamago Johnson veut empêcher même les mouches de voler le 4 décembre dans nos rues. Lucien Jossou-Messan, donc demain, ça va être le démarrage de la campagne électorale et demain que l'opposition décrète Togo mort. Nous sommes des journalistes, je le répète. Dans ce studio, M. Gogué était assis ici à ma droite. Le député Gogué. Lorsqu'il disait que le gouvernement les a invités pour qu'on discute et qu'ils n'iront pas sans facilitateur. J'ai dit ici, le jour où les facilitateurs vont rentrer en ligne de compte, nous allons perdre notre souveraineté. Une partie de notre souveraineté. Tu te rappelles bien, je l'ai dit. Je me rappelle. Nous y sommes maintenant. C'est la conférence des chefs d'État qui a fixé le 20. Nous avons perdu une partie de notre souveraineté, c'est vrai, et nous ne pouvons pas faire autrement. Nous l'avons perdu, on ne peut pas la rattraper. Parce que c'est la conférence des chefs d'État qui a fixé le 20. Et si un député ou n'importe qui vient dire quelque chose, c'est pas la peine. Nous avons perdu notre souveraineté le jour où nous avons dit que nous ne pouvons pas parler entre nous-mêmes Togolais pour trouver des solutions consensuelles et qu'il faut aller chercher d'autres. Ce qu'ils vont nous imposer, c'est ça qu'on doit faire. Bon, maintenant, ça c'est, on passe. Deuxième chose, il y a ce que nous appelons parallélisme des formes. Vous le connaissez, vous êtes tous journalistes. Vous l'avez déjà développé aujourd'hui. Quand quelqu'un dit quelque chose,
c'est lui qui revient dans les mêmes conditions, le change. Vous voulez dire que si la date du 20 décembre devrait être reportée, c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Bon, donc, moi, ce que je voudrais vous dire, aucune élection n'a jamais rien réglé. Aucune guerre n'a jamais rien réglé. Tout ce qui peut régler les choses dans un pays, c'est l'entente entre nous-mêmes. C'est le dialogue. Le dialogue qui ne finit pas, c'est parce que tout simplement, l'opposition veut les réformes. Le gouvernement veut les réformes. Mais entre ces deux pôles, il y a une question de personne. C'est pourquoi on ne trouve jamais de solution. Merci. Eh bien, Didier Assogba, demain, je rappelle, la campagne électorale démarre dans quelques heures. Et demain que la coalition décrète Togo mort, mais au préalable, la coalition avait annoncé 4 jours de manifestation, le jeudi dernier, le samedi, aujourd'hui, lundi, et puis demain. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a amené la coalition à surseoir à la marche d'aujourd'hui et à transformer celle de demain en opération Togo mort? Il faut être clair, le gouvernement ou le pouvoir n'entend pas laisser l'opposition tenir ces manifestations dans le courant de la campagne électorale. C'est les informations que nous avons de façon officielle. Et le samedi dernier, Président, je vais parler là. Le samedi dernier, la coordinatrice de la coalition a clairement annoncé au point de chute de la manifestation à Enfamé que le ministre de l'administration territoriale a interdit la manifestation de mardi. Et donc pour ne pas rentrer dans les bras de fer, ils ont décidé de transformer plutôt la manifestation de mardi en une journée Togo mort pour exprimer leur désapprobation par rapport à l'organisation de l'élection, en attendant que la coalition ne s'entende avec les autorités sur la conduite à tenir pour les autres manifestations à suivre. Donc, c'est parce que le ministre n'a pas donné une suite favorable à la tenue de la manifestation de mardi que la coalition a décidé de transformer plutôt cette journée en journée Togo mort, et on suivra demain dans les rues de Lomé ce que ça sera, et pendant que la coalition manifeste aujourd'hui, on verra si la journée Togo mort sera véritablement suivie. Le doyen dit quelque chose d'important, et moi ça m'a touché. Ce qu'il dit, c'est une réalité. Il faut être clair, les élections du 20 ne vont pas résoudre le problème. Ça va permettre à un certain nombre de personnes d'entrer à l'Assemblée nationale, mais ça ne va pas résoudre le problème que nous traversons. Et ça, soyons clairs là-dessus. Dis tout ce que j'ai dit, ne répète pas une partie. Non. Non, moi je dis. Non, je ne répète pas ce que vous dites. Voilà, moi je prends. Nous parlons des élections. Ne prends pas une partie de ma parole. Bon, ok. Je laisse ce que tu as dit, je dis pour moi-même. Je crois que les élections. Pourquoi que les marches vont résoudre le problème? Non, merci. Plus. Les marches non plus ne vont pas résoudre le problème. Ce qui est essentiel, l'opposition ne marchera pas demain parce qu'apparemment, l'opposition ne voudra pas entrer dans un bras de fer avec le gouvernement qui a décrété qu'il ne saurait y avoir de marche de protestation de l'opposition pendant la campagne électorale. Souffrez que je vous rappelle que vendredi dernier, lorsque nous discutions de ce sujet, un auditeur nous avait envoyé un message que je vous avais lu. Je le reprends. L'auditeur avait écrit: le calendrier républicain l'emporte sur les autres considérations. La campagne électorale est nationale et s'impose. Les marches seront certainement interdites à partir du 4 décembre. C'est ce que notre ami, je ne peux pas je n'ai pas eu son autorisation pour vous donner son identité, mais c'est le message que l'auditeur nous avait envoyé le vendredi. Et par la suite, on apprend que le gouvernement a signifié à la coalition qu'elle ne saurait manifester au cours de la campagne électorale à partir de demain. Voilà la contribution de l'auditeur qui se trouve justifiée par les positions des uns des autres. Arémiaou? Sas, oui. Ce que je vais vous dire, et je ferai entendre à ceux qui nous écoutent, c'est que il y a une confusion que j'ai toujours relevée. Les Togolais pensent que les législatives ne concernent que UNIR et la C14.
les gens pensent que quand on veut refaire une assemblée, c'est la présence de la C14 et de UNIR qui va blanchir ou qui va faire à ce qu'on appelle ceux qui seront élus députés. Vous avez des gens qu'on a élus qui refusent de nous faire le travail pour lequel on les a élus. Ça veut dire que les députés qui sont là aujourd'hui, eux qui refusent ne serait-ce que le débat, s'ils avaient démarré le débat et qui ne s'entendent pas autour de ce qu'ils débattent, j'allais être de ceux qui veulent qu'on repousse les élections un an après. Parce que les gens causent, ils discutent. Ça veut dire qu'au bout de leur discussion, on trouvera une solution. Quand on discute et on ne trouve pas de solution, des gens viendront d'ailleurs nous départager. Mais quand les gens quittent les bancs de l'Assemblée, on dépose des projets de loi qu'ils peuvent débattre et dire leur part, et qu'ils refusent de parler autour, ça veut dire que le Togo a besoin de se refaire. Et je prie que ceux qui vont être élus le 20, que ce soit des Togolais qui sont élus pour débattre des lois de la République, que ce soit des Togolais qui ont l'amour de ce pays, parce que les populations souffrent. Il ne faut pas rester au micro ici. Allons, vous allez voir que de ce que nous vivons, par la méchanceté de tous ceux qui sont acteurs aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir et c'est dommage. Merci. Moi, je reviens pour conclure, Oui, en disant que quand le doyen dit, ou quand des gens disent que les élections ne résolvent rien, les élections ont toujours résolu quelque chose. Ça a toujours résolu. Même en 2002, quand les gens se sont retrouvés, ils ont fait quelque chose. Et c'est ça qui est un problème que nous poursuivons plus de 15 ans. Merci. Donc, que les gens sachent que les élections font quelque chose, mais ce n'est pas des problèmes. Merci. Ça a permis à certains de faire ce qu'ils voulaient aussi. Juste rappeler que ça a permis aux gens d'évoluer comme ils veulent. La conférence nationale souveraine 91, les Togolais se sont mis d'accord au moins pour dire que au Togo, on ne vient au pouvoir que par les urnes, que par les élections, les institutions. Il y a le président de la République qui est élu, il y a les députés à l'Assemblée nationale qui sont élus, il y a les élus locaux, bon, qu'on tarde toujours à élire, mais aussi bien les élus locaux, les députés que le chef le président de la République, ils ont des mandats, et au terme de leur mandat, on procède à des élections. Voilà juste ce rappel pour dire que nous sommes au terme de cette émission. Le temps ne nous a pas suffi pour aborder toutes les questions, mais nous allons quand même essayer et on va clôturer par vous, Tchakala, en quelques minutes. Demain, en quelques secondes, pardon. Demain, pour la coalition, c'est Togo mort, mais pour le calendrier républicain, c'est le début de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre. Oui, calendrier républicain, moi j'estime que quand on parle du 27 avril, ça peut appeler à la conscience de tous les Togolais. Mais calendrier républicain sur quelque chose qui divise déjà, moi je ne le prends pas ainsi. Je ne le prends pas ainsi. Donc demain, chacun fera ce que sa conscience lui dit de faire. Ceux qui vont être dans leur maison pour respecter le mot d'ordre de Togo mort seront là à la maison, et ceux qui vont sortir aussi pour la campagne vont sortir, et que ce que je souhaiterais, c'est que le sang ne coule pas, c'est que chacun respecte les choix des uns et des autres. C'est ce que je peux dire. Merci. Eh bien, quant à nous, Canal FM, le club de la presse, demain nous serons à notre travail pour partager avec vous, les auditeurs, les informations sur le Togo mort, ou bien des informations sur le démarrage de la campagne électorale. Nous ferons notre travail parce que c'est ce que nous avons choisi jusqu'à preuve du contraire. Donc, en attendant donc l'émission de demain, avec les confrères et autres invités que nous souhaitons vivement avoir à nos côtés ici, nous recueillons vos cartons de ce jour. Uriel et Nyang, vous manifestez l'intérêt de commencer avec les cartons. Pas pour les cartons, mais vous m'avez empêché d'intervenir sur le sujet. Non, c'est le temps qui a fait qu'on n'a pas, on ne peut pas continuer. Je respecte le temps. Merci. Discipliné. Oui. Maintenant votre carton. Bon, moi j'offre un carton vert à toute la population du grand village de Kbalgou dans la Bina. Je m'attendais à ça. Oui, pour tous les efforts qu'elle fournissent tous les jours afin
de produire en bonne et due forme les cannes à sucre pour le Togo. Canne à sucre bio. Canne à sucre bio, Merci pour la précision. Merci beaucoup. Arimi Ochanyao. Pas de carton. Vous passez. Chakala Aliro Moru. Oui, carton vert pour Aminata Tungara Kamara, pour le choix très éclairé, pour les propositions éclairées, et carton vert également pour un compatriote qui se dépense sans compter pour changer un peu le décor que nous vivons actuellement. Oui. C'est le directeur de la foire internationale, Kwako Johnson, qui, ma foi, se remarque par cette constance-là. C'est quelqu'un, c'est un vrai patriote, ce monsieur. Merci. Didier Assogba, votre carton? Non, moi, j'ai pas de carton. Merci. Vous passez, Lucien Diosso-Messan? Oui, je vais donner un carton rouge. À qui? Pour la première fois, je le donne à toute la presse. Surtout nous, les journalistes. À commencer par vous-même. Oui, parce que nous, les journalistes, nous manipulons l'opinion. Ce que nous sommes en train de faire, c'est mauvais. Merci, merci. Eh bien, la semaine a démarré. La famille Toto Gaousso Sougan me charge de vous décerner un carton de gratitude. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.